Chapitre 5. Yvain retrouve le roi et ses amis. Le roi Arthur parvint à la fontaine entouré de tous ses chevaliers. À peine arrivé, messire Queux prit la parole. « Pardieu, qu'est donc devenu messire Yvain? Vous rappelez-vous qu'il s'était vanté de venger son cousin? C'était, il est vrai, après un repas arrosé de bon vin. En tout cas, nous sommes à la fontaine, et je ne l'aperçois pas. Il s'est enfui, je le devine, il n'osait pas revenir devant nous. Quel orgueil, quelle vantardise! Il faut être bien hardi pour se vanter d'un exploit alors qu'on n'a pas de preuves à fournir. C'est ce que font les lâches, ils s'attribuent des louanges qu'ils ne méritent pas. Pour ce qui est de causer et de se vanter, le lâche ne craint personne. Le preux chevalier, lui, se tait. Mais après tout, je peux comprendre le lâche. S'il ne dit grand bien de lui, qui en dira? Ces propos ne plurent pas du tout à monseigneur Gauvin. « N'avez-vous pas songé que si messire Yvain n'est pas ici, c'est peut-être qu'il a eu un empêchement. De plus, il n'a jamais dit le moindre mal de vous, messire Queux. Vous devriez mieux tenir votre langue. »« Je vois que je vous importune, alors je me tais, » répondit Queux. Le roi Arthur voulait voir la pluie. Il versa donc l'eau du bassin remplie à ras-bord sur le perron d'émeraude, juste en dessous du pin. Aussitôt, une pluie torrentielle s'abattit. Il ne fallut pas longtemps pour voir arriver un chevalier, armé des pieds à la tête, au grand galop de son cheval nerveux et farouche. Aussitôt, Queux se jette aux pieds du roi pour demander l'honneur d'être le premier à combattre. Le roi le lui accorde et Queux monte à cheval. Personne n'a reconnu Yvain, mais Yvain a reconnu Queux à son armure. S'il peut lui infliger une petite leçon, il ne s'en privera pas, soyez-en certains. Il attrape son écu par les courroies et Queux fait de même. Ils retiennent leurs chevaux et soudain se lancent au galop l'un contre l'autre. Juste avant de se croiser, ils abaissent leurs lances qu'ils tiennent légèrement en arrière, à l'endroit recouvert de peau de chamois. Le choc est brutal. Ils portent de tels coups que les deux lances se fendent en deux, depuis la pointe jusqu'à la hauteur de leur poing. Yvain porte un coup si puissant que sur sa selle, Queux fait une pirouette et se retrouve par terre, le aume dans la poussière. Monseigneur Yvain ne lui en veut plus de mal. Il se contente de mettre pied à terre et de lui prendre son cheval, comme l'autorise le règlement des combats. Beaucoup se mettent à rire. « Eh, Queux, vous voilà joliment par terre, vous qui vous moquiez des autres. Enfin, pour une fois, on peut vous pardonner, car cela ne vous était encore jamais arrivé. » Monseigneur Yvain se présente devant le roi, tenant le cheval par la bride. « Sire, dit-il, faites reprendre ce cheval, car j'agirais bien mal si je gardais quelque chose qui vous appartient. »« Et qui êtes-vous » fit le roi. « Je ne peux pas vous reconnaître au son de votre voix. Je dois vous voir ou encore entendre votre nom. » Monseigneur Yvain lui révèle son nom et Queux, aussitôt, se sent couvert de honte. Le voilà muet, le visage déconfit. N'avait-il pas dit qu'Yvain avait pris peur et s'était enfui? Mais quelle joie chez les autres! On se réjouit à grand bruit. Même le roi ne cache pas sa grande joie. Mais monseigneur Gauvin éprouve 100 fois plus de joie que les autres, car il a toujours apprécié la compagnie d'Yvain mieux que personne. Le roi demanda à Yvain de faire le récit de ses aventures et de ne rien cacher. Yvain raconta tout, sans oublier la bonté de la demoiselle envers lui. Puis il pria le roi de venir avec tous ses chevaliers prendre hébergement dans sa demeure. Ce serait pour lui honneur et joie. Le roi Arthur lui répondit qu'il lui ferait cet honneur et cette joie en passant 8 jours entiers en sa compagnie. Et tous se mirent en selle pour aller au château. Yvain envoya en avant-garde un écuyer portant un faucon messager qui saurait prévenir la dame pour qu'elle ne soit pas prise au dépourvu et que ses gens aient le temps de faire belles les maisons. La dame se réjouit d'accueillir le roi et invita ses gens à lui faire bon accueil. Tous partirent aussitôt à la rencontre du roi de Bretagne, montés sur de grands chevaux d'Espagne, et le saluèrent très dignement. Le château retentit bientôt de cris de joie. Les rues étaient décorées de beaux tissus de soie.
Les pavés étaient revêtus de tapis. On avait même tendu des voiles pour protéger le roi du soleil. Les cloches sonnaient à toute volée, les cors et les buccins retentissaient, et aussi les tambours, les vieilles et les flûtes. Des acrobates se mirent de la partie. Et voici que la dame apparut, vêtue d'un tissu impérial et de fraîches hermines. Elle portait sur sa tête un diadème entièrement serti de rubis. Par son sourire, elle dépassait, je vous l'assure, la beauté d'une déesse. La foule autour d'elle se pressait et criait « Bienvenue au roi, au seigneur des rois et des seigneurs de ce monde !» Et quand elle fut en sa présence, la dame salua le roi ainsi. « Bienvenue 100 000 fois soit le seigneur mon roi, et béni soit mon seigneur Gauvin son neveu. Que votre personne et votre visage, belle créature, connaissent joie et grand bonheur. » Arthur l'embrassa noblement. D'un geste très courtois, il la prit par la taille et la dame fit de même en l'entourant de son bras. Les mots me manqueraient pour décrire la joie qui régna lors de la fête donnée en l'honneur du roi et de ses chevaliers. Mais je voudrais dire quelques mots de la rencontre privée qui eut lieu entre la lune et le soleil. Savez-vous de qui je veux vous parler? De celui qui se distinguait au milieu des autres chevaliers, Monseigneur Gauvin. Il mérite bien, en effet, d'être appelé Soleil, celui qui illumine la chevalerie comme le soleil éclaire le monde. Et celle que j'appelle Petite Lune ou Lunette, c'est la jeune fille, la demoiselle, la confidente de la dame. Elle est brune, intelligente, vive et aimable. Elle fait la connaissance de Monseigneur Gauvin, qui l'estime et l'aime beaucoup. Il l'appelle son amie, car elle a évité la mort à son compagnon et ami. Il rit beaucoup quand elle raconte comment Yvain était au milieu de ses poursuivants qui ne le voyaient même pas. « Mademoiselle, déclare Gauvin, le chevalier que je suis est prêt à vous aider en cas de besoin. Je suis à vous, et vous soyez désormais mademoiselle. »« Sire, merci, fait-elle. » C'est ainsi que Lunette, la brunette, et Monseigneur Gauvin s'accordèrent. Il y avait bien au château 90 dames et autant de demoiselles de compagnie, toutes belles, distinguées, aimables et de haute naissance. Les chevaliers purent ainsi se divertir en compagnie des nobles dames, échanger accolades et baisers, s'asseoir à leurs côtés. Ce fut une fête pour Monseigneur Yvain de recevoir ainsi le roi, et sa dame prodigua de grandes attentions à tous et à chacun. Le séjour fut une belle réussite. On s'adonna au plaisir de la chasse, de la pêche. On visita gaiement les terres acquises par Monseigneur Yvain du fait de son mariage, de château en château, à 5 ou 6 lieues à la ronde. Arriva le moment du départ. Pendant toute la semaine, l'entourage du roi s'était efforcé de convaincre Monseigneur Yvain de venir avec eux. Messire Gauvin s'était mis de la partie. « Yvain, seriez-vous de ceux qui perdent leur valeur parce qu'ils ont pris femme? Qu'il soit honni de Sainte Marie celui qui pour empirer se marie. Bien au contraire, il faut s'améliorer lorsqu'on a pour amie une très belle dame. Son amour pour vous pâlira dès que vous commencerez à décliner. Rompez le frein et le chevêtre. Allons ensemble dans le tournoi. Je sais, si j'avais une aussi belle amie que vous, cher compagnon, je ne la quitterais pas le cœur gai. Par Dieu et par tous les saints, j'en serais fou. » Yvain se laissa convaincre et décida d'aller demander congé à son épouse afin de retourner avec le roi en Bretagne. « Ma très chère, vous, ma joie, mon cœur, mon âme, accordez-moi une chose pour votre honneur et pour le mien. » Aussitôt, sa dame lui donne son accord sans même savoir ce qu'il va demander. « Beau sire, dit-elle, commandez ce qu'il vous plaît. » Il demande alors d'accompagner le roi pour aller tournoyer en Bretagne afin qu'on ne le traite pas d'homme sur le déclin. « Je vous accorde ce congé, dit-elle, mais avec une limite précise. Sachez que je ne mens pas. Une fois passée la date que je vais vous fixer, je vous le jure, le grand amour que j'ai pour vous se changera en haine. Si vous m'aimez, revenez d'ici 1 an au plus tard, 8 jours après la fête de la Saint-Jean.
que mon amour vous fasse dépérir si vous n'êtes pas fidèle au rendez-vous. » Monseigneur Yvain pleure et soupire si fort qu'il peut à peine parler. « Madame, la date que vous fixez est bien lointaine. Si je pouvais devenir colombe chaque fois que je le voudrais, avec vous, bien souvent je serais. Que Dieu ne m'autorise pas une aussi longue absence, mais qui sait vraiment ce que l'avenir réserve. Maladie, prison et tant d'autres empêchements peuvent me retenir loin de vous. Si cela vous arrivait, j'en tiendrai compte, soyez certain, mais passez donc à votre doigt cet anneau que je vous donne. Sa pierre possède le pouvoir que voici. Aucun amant, véritable et loyal, ne peut être retenu en prison ni perdre son sang, et rien ne peut lui arriver tant qu'il porte la pierre et se souvient de son ami très cher. Elle devient dure comme fer, elle lui sert d'écu et de haubert. Par amour, je vous la donne. » Le roi s'impatientait. Il fallut presser les adieux qui suscitaient de longs et doux baisers et bien des larmes. Voyant la dame en pleurs, le roi la pria de ne plus les suivre et de rentrer chez elle, ce qu'elle fit à regret. Monseigneur Yvain quitta donc son amie, ou plutôt, c'est son corps qui partit car son cœur demeurait auprès d'elle. Même le roi n'y pouvait rien. Le cœur d'Yvain restait attaché à celui de la dame délaissée. Quel cœur étrange que celui de l'amant qui souvent trahit l'espérance et oublie ses engagements. À son tour, l'espérance le trahira. Passée la date fixée par la dame, Yvain risque de ne plus connaître ni paix ni repos. Gauvin et Yvain commencèrent à fréquenter les tournois. Yvain se montra si vaillant que monseigneur Gauvin veillait à honorer son ami, si bien que l'année passa et que la mi-août revint. Le roi Arthur réunit sa cour à Winchester. Gauvin et Yvain revenaient d'un tournoi auquel Yvain avait participé et qu'il avait remporté. Et nos deux chevaliers décidèrent de ne pas s'installer dans la ville. Ils firent monter leur pavillon hors de l'enceinte pour y tenir leur propre cour. Ils n'allèrent pas à la cour du roi. C'est le roi qui vint à la leur, où s'étaient rassemblés la plupart des meilleurs chevaliers. Le roi Arthur s'assit au milieu d'eux. Soudain, Yvain se fit tout pensif, comme cela ne lui était encore jamais arrivé depuis qu'il avait quitté sa dame. Il venait de comprendre qu'il avait laissé passer la date. Il n'avait pas tenu son engagement. C'est à grand-peine qu'il retenait ses larmes. Il se sentait honteux. C'est alors qu'il vit arriver droit vers lui, à fière allure, une demoiselle chevauchant un cheval noir tacheté de blanc à hauteur des sabots. Elle s'arrêta devant le pavillon et descendit de son cheval sans aucune aide. Apercevant le roi à l'intérieur du pavillon, elle se défit de son manteau et se dirigea vers lui. Elle dit que sa dame saluait le roi et aussi monseigneur Gauvin et tous les autres, excepté Yvain le menteur, le déloyal, le tricheur qui l'avait trompé. Il s'était fait passer pour un ami sincère, alors qu'il n'était qu'un rusé séducteur. Il lui avait volé son cœur. Les vrais amis, continua la demoiselle, ne se comportent pas ainsi. Ils ne volent pas, ils prennent le cœur de leur ami, ils le défendent contre ceux qui se font passer pour des gens honnêtes. Le véritable ami est celui qui garde et chérit le cœur de l'ami où qu'il aille, et qui le rapporte délicatement. Mais si Yvain a tué madame, elle croyait qu'il garderait son cœur et qu'il ne lui rapporterait à la date fixée pour son retour. Yvain, tu t'es montré bien tête en l'air en oubliant de revenir au bout d'un an pour la Saint-Jean. Dans sa chambre, madame n'a cessé de compter les jours et les nuits, car les vrais amants sont anxieux, au point d'en perdre le sommeil. Ils comptent et recomptent les jours qui passent et ceux qui restent. Tu m'as trahi, Yvain, moi qui ai tout fait pour te faire épouser madame. Maintenant, madame ne se soucie plus de toi, ne revient plus jamais chez elle et rends-lui son anneau. Yvain ne trouve pas les mots pour répondre. Vite, la demoiselle lui enlève l'anneau du doigt. Elle recommande à Dieu, le roi et tous les autres, excepté Yvain, qu'elle le laisse désemparé. Il voudrait s'enfuir vers une terre sauvage pour que personne n'entende plus parler de lui. Il voudrait descendre au fond d'un abîme. Il est seul, il n'a plus pour lui-même que dégoût. Alors il s'en va.